Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Bonjour David. Allô Catherine. David, aujourd'hui, on reçoit Antonin Mousseau-Rivard, qui est le chef propriétaire du restaurant Le Mousseau. C'est particulier, les restaurants. Qu'est-ce qui vous intéressait chez Les Dérangeants? Mais en fait, il est vraiment dans l'air du temps où est-ce qu'il a lâché un grand cri du cœur il n'y a pas longtemps dans les médias qui parlait de la pénurie de main-d'œuvre, que ça affecte la restauration, qu'il s'inquiète beaucoup pour la gastronomie, surtout des nappes blanches à Montréal puis au Québec en général. Puis, fait que, il vit cette crise-là d'entrepreneur qui manque de monde puis il ne sait pas c'est quoi le futur de son industrie, en fait. Ça l'inquiète à fond. Puis il sait, malgré lui, il est devenu le porte-parole de ça, fait qu'on a envie de parler. Oui, toi, est-ce que tu as déjà vécu une crise comme celle-là? Ben moi, j'étais en restauration avant. Puis souvent, je me suis couché le soir en me disant ça marchera jamais. Là. Je faisais pas une scène en restauration. Pour vrai, je fais pas une scène en restauration. Mais tu faisais-tu de l'angoisse? Ben oui, clairement. Souvent, je me suis couché le soir en me disant je ne vais pas payer mes employés. Fait que c'est stressant, la restauration, vraiment, vraiment. Ah ben j'ai hâte de l'entendre. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Bienvenue ici Catherine Beauchamp, bienvenue à ce balado des Dérangeants coproduit avec le 96.9 C'est quoi et le 98.5 FM présenté par Desjardins Entreprises et qui présente nos dérangeants du milieu des affaires, que ce soit Marie-Philippe Simard, Carlo Coccaro, Marie-Claude Duquette, Étienne Crevier. Et comme vous le savez, à chaque épisode, on en retient 3 de ces 7 jeunes, beaux entrepreneurs. Et aujourd'hui, dans les studios de Cogeco, on reçoit Alex Mancy. Bonjour, Alex. Salut, Catherine. Co-fondateur et vice-président exécutif Mango Software. David Côté. Bonjour, David. Allô, Catherine. Merci d'avoir dit que j'étais beau. Ça me fait plaisir. Ça arrive pas souvent, hein? Co-fondateur, j'adore ce mot-là, super-héros, Loop Mission. Et Noah Redler. Bonjour, Noah. Bonjour, Catherine. Merci d'avoir dit que je suis jeune. Président d'Arche Innovation et cofondateur de l'expérience Ville intelligente. On va commencer avec notre tour de table. On va parler des primeurs, des plugs, des potins. Qui commence, Noah? Ben, je vais commencer aujourd'hui avec une petite primeur. Oui. On parlait d'expérience Ville intelligente et pendant la pandémie, beaucoup d'événements, beaucoup d'expériences ont été frappées dur par le manque de personnes en présentiel. Mais je suis fier d'annoncer qu'on revient encore l'année prochaine. Nous avons confirmé des commanditaires et des partenaires comme la Ville de Montréal et une organisation américaine qui s'appelle What Works Cities. Et c'est confirmé 4 semaines de Ville intelligente, écosystème, discussion. C'est de retour au mois de mai 2022. David? OK, je vais faire une plug, moi aussi, OK. qui est un potin en même temps. C'était une primeur, hein? Là, Ça, tu es rendu primeur, à la OK. plug. En fait, c'est toute la même chose. Plug, primeur. En fait, je vais faire les 3 d'un coup. OK. On a appris cette semaine, en fait, c'est tout nouveau, on a appris que la SAQ a accepté notre prêt-à-boire. On fait un mix entre notre soda probiotique, fait avec de la lime et du gingembre, puis le Gin Loop, qui était à SAQ depuis 1 an. On les a mixés en 2, puis ça donne un prêt-à-boire quand même malade. C'est vraiment bon, en fait. C'était carré. Puis il y a eu, genre, plus de 600 propositions à SAQ. On a retenu vraiment, genre, une poignée. Puis on est dans ceux-là. Fait que là, vous allez pouvoir boire notre prêt-à-boire en SAQ en mars. Tu m'as promis des biscuits. Je veux du jus vert, mais j'aimerais vraiment goûter à ça. Je vais le rajouter ça à la liste, Catherine. C'est bon. Je suis vraiment curieuse. Avec ton jus vert, là, une petite gorge, les deux. On va tout mixer ça ensemble. Et n'oubliez pas tes collègues, hein? OK, vous autres aussi, les gars. Je suis un peu moins pour vous autres. Alex? Écoute, dans la dernière émission, je vous parlais qu'on lançait un nouveau produit prochainement, puis je vais vous en parler encore plus là, dans les prochaines plugs. Mais là, en ce moment, on cherche des développeurs de façon active. Fait que vous pouvez nous contacter à jobs@mango.co. Peu importe la spécialité, on prend tout le monde en ce moment. Ah ben ouais, c'est pas difficile. Non, on n'a pas les moyens d'être difficile. Faut t'écouter l'autre émission sur les ressources humaines. Ah, OK. On s'arrête un instant. Au retour, on revient avec l'entrevue avec le chef propriétaire Antonin Mousseau-Rivard. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Avec la pénurie de main-d'œuvre, la hausse des prix des aliments, les conditions de travail difficiles, l'industrie de la restauration traverse actuellement une crise qui n'est pas nécessairement liée avec la pandémie.
Un des chefs les plus reconnus à Montréal a décidé de tenter le tout pour le tout en donnant une dernière chance à la restauration. Antonin Mousseau-Rivard, chef propriétaire du restaurant Le Mousseau, est avec nous. Bonjour, Antonin. Bonjour, bonjour. Antonin, j'ai envie de te demander d'emblée, avant qu'on rentre dans le crunchy de l'entrevue, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu devenir chef dans la vie? Ben, moi, c'est une passion que j'ai depuis que je suis jeune. Ça, personne peut le nier. J'ai commencé à cuisiner très tôt. Puis, bon, moi, je suis quand même né en 84. Fait que quand j'avais 9-10 ans, puis que c'était les émissions, admettons, moi, on avait un chalet sur le bord des frontières, dans le coin de Fredericksburg. Puis les seuls postes qu'on pognait le matin, il y avait les petits bonhommes qui jouaient. Puis après ça, ben, je passais à PBS, qui était le deuxième poste qu'on pognait à part Radio-Canada. Puis il y avait des émissions de cuisine de Jacques Pépin puis de Julia Child. Fait que j'écoutais ça au lieu d'écouter la messe après les petits bonhommes. Fait que j'ai commencé vraiment avec une passion avec la télé, mais c'est devenu après que je suis devenu un gourmand. Je veux dire, j'ai commencé à cuisiner très jeune pour moi-même, donc ça fait longtemps que je sais que c'est ça que je vais devenir. Là. Puis c'était vraiment clair, après coup, là, quand tu regardes ta carrière, est-ce que c'était le bon choix de carrière à faire? Oui, c'était le bon choix de carrière, mais je veux dire, malgré toutes les difficultés qu'il y a dans mon choix de carrière, je pense que j'ai bien trouvé mon rôle en ce moment, qui est en fait, je veux faire changer les choses, puis je pense que je prends bien mon rôle là-dedans. Fait que oui, il y a bien des choses que j'aurais aimé faire au lieu d'être chef cuisinier ou propriétaire d'un restaurant, mais je ne le regrette pas. C'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Il y a un article qui est paru dans le magazine d'actualité où tu disais que c'était pas mal la dernière chance que tu t'accordais pour bien faire ton métier. J'aimerais ça que tu m'expliques un peu où tu en es rendu dans ta carrière. Il faut comprendre, ben moi dans ma carrière, je veux dire, bon, je vais avoir 38 ans. J'ai commencé en cuisine à 16 ans. Je veux dire, j'ai pas mon école, donc moi, j'ai pris un chemin qui était peut-être un peu plus dur que certaines personnes. Ça fait longtemps que je me remets en question face à la cuisine parce que, bon, la cuisine m'a rendu malade, m'a affecté psychologiquement et personnellement, m'a affaibli parce que, bon, c'est sûr que j'ai pris un chemin dans la cuisine qui était celui du rock and roll un peu aussi. Donc, je me suis pas tout le temps aidé, mais oui, je suis rendu dans un point dans ma carrière où je vais juste me demander à quoi ça sert de bûcher autant à ouvrir un restaurant si c'est pour faire des marges qui sont complètement ridicules, si c'est pour dealer avec autant de problèmes. Puis au début, c'est le fun parce que tu es dedans puis tu te dis, il arrive ça, qu'est-ce qu'on fait? Là, on fait moins d'argent finalement, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, finalement, tu te dis qu'à un moment donné, ça va se placer, mais ça se place jamais. Puis avec les dernières années, avec toutes les inflations qu'il y a eu, avec la crise qu'il y a eu, avec tout ça, c'est rendu très dur de rester sain dans ce milieu-là quand tu vois tout l'argent que tu y mets, puis le temps, puis l'énergie, la santé que tu y mets, puis que tu vois pas vraiment tes efforts récompensés. Puis mon texte n'était pas nécessairement adressé à toute la restauration parce que c'est pas vrai qu'il n'y a rien qui a changé dans les dernières années. Là. Mon texte, il est pour que le changement continue. Moi, je veux que le changement dans ce milieu-là continue, puis je veux que les conditions de vie pour les gens qui travaillent dans ce milieu-là changent. Puis pour que les conditions changent, bien, c'est simple, il faut que le client accepte de payer. C'est aussi simple que ça, parce que tant que le client va vouloir payer moins cher, tout le temps moins cher, bien, il y a des commerces de restauration qui vont faire en sorte que des gens vont être sous-traités ou mal payés ou vont travailler trop d'heures. Fait que moi, je suis rendu là dans mon questionnement dans ma vie, c'est, tu sais, j'essaie, ça fait des années que j'essaie de tout faire changer. Ça me coûte énormément d'argent à moi puis à ma mère, à notre compagnie. Ça me coûte énormément d'argent d'aller vers le changement. On voit la différence qu'il y a chez nous, mais tu sais, on subventionne un changement qui devrait pas... C'est pas nous qui devrions subventionner ce changement-là. Les gens qui travaillent dans l'industrie de la restauration, qui sont dans l'industrie depuis longtemps puis qui ont des salaires sans assurance, puis tout le monde est comme ça dans ce milieu-là. Fait que, je veux dire, il y a vraiment temps qu'on revoie comment ça marche un restaurant, puis comment ça marche aussi les nappes blanches. Les nappes blanches, c'est les restaurants dont je fais partie. C'est des restaurants de destination, des restaurants qui attirent un public, qui sont des touristes, puis qui font en sorte de faire rouler une économie autour de notre restaurant, autour de la ville, autour de la province, autour de tout. Donc, je suis juste pour un gros changement. Puis ce texte-là, il a été écrit avant que je réouvre mon restaurant. Fait qu'on était un peu dans la période noire
avant la réouverture, à ne pas savoir si les gens allaient rentrer là-dedans, puis tout ça. Puis finalement, là, pour l'instant, ça va très bien, mon restaurant. Fait que je veux pas... mon cri il venait du cœur à l'époque, mais là, pour l'instant, je suis plus dans un mode, je suis plus joyeux. Je vois que les choses avancent, puis que les gens ont accepté mon changement. Tu sais, dans l'article, je le dis bien haut, moi, j'augmente mes prix, c'est pas pour rien, c'est pour donner des meilleurs salaires, puis c'est pour pouvoir commencer à me rembourser éventuellement. Fait que c'est ça. Je suis rendu là, puis ça va mieux que ça allait. Mais c'est pas parce que ça va mieux qu'il faut arrêter de se dire que ça peut aller encore mieux pour les autres aussi. Ben, on va justement décortiquer tout ça. Alex, a une question. Oui, écoute, quand je t'écoute parler, je comprends là, que, bon, tu n'as pas de salaire garanti, c'est difficile, vous investissez de l'argent, mais ça, pour moi, c'est pas différent de n'importe quel autre entrepreneur. On se met toutes les couilles sur la table à un moment donné. Là, vous parlez d'augmenter les prix, il faut que le client suive. Il n'y a pas justement une limite où est-ce que le client est prêt à aller de dépenser pour un souper? Y a-t-il une limite qu'un client est prêt à aller pour dépenser sur un char, sur une game de hockey, sur un show de Madonna, sur un show de U2 au forum? Dans un repas gastronomique, ce que je vends depuis longtemps, le prix auquel je vends, comparé à ce qui se fait dans le monde, dans les étoilés, c'est ridicule comment je suis pas cher. Là, il est temps que je mette, que je mette mes culottes puis que je dise, Crime, si tu veux venir chez nous, tu veux manger du caviar, de la truffe, un homard, tu veux manger toutes ces affaires-là, ben, il y a un prix à payer. Puis moi, ce que je fais, c'est que j'offre une expérience. C'est pas juste tu viens manger puis tu t'en vas. Il y a une expérience qui vient derrière ça que j'ai développée. Il y a une interaction avec le public. Le monde mange en même temps parce qu'on leur explique je leur explique les plats pendant que les cuisiniers les servent. Il y a vraiment tout quelque chose autour de ça. Puis de croire qu'il y a une limite, non, il n'y en a pas de limite. Voyons, on le voit bien. Il y a des gens qui sont prêts à payer pour pas mal n'importe quoi. Tant que ça le vaut puis qu'il n'y a personne qui se fait fourrer, moi, je vois pas pourquoi je ne vendrais pas le vrai prix. Puis depuis que j'ai ouvert, quand on a écrit ce texte-là, je n'avais même pas annoncé mon ouverture. Puis là, ce que ça fait, c'est que moi, je vois bien que les gens, ben moi, je suis ouvert, j'ai 35 places par soir, 3 soirs par semaine. J'ai booké en 3 heures pour les 3 prochains mois. Fait que, tu sais, je veux dire, oui, il y a des gens qui veulent ça. Puis je pense que les gens, quand on leur explique le comment du pourquoi, puis le pourquoi ils payent, puis quand ils sortent de chez nous, ils disent, ben là, je comprends ce que tu voulais dire. Puis je me le fais dire en ce moment beaucoup, beaucoup, beaucoup par les gens. Ils voient le changement, ils voient la différence. Puis, je veux dire, c'est un choix que j'ai pris qui est osé. Je pense qu'il fallait le faire. Puis, je veux dire, à force de se faire comparer à des grands restaurants dans le monde, mais à se faire dire par du monde que c'est ridicule comment c'est pas cher, ben à un moment donné, tu te dis, ben là, peut-être que le monde était prêt. C'est pour ça que j'ai fait mon move aussi. T'sais. David, toi, tu as déjà été dans la restauration aussi. Qu'est-ce que tu Oui, en ben, penses? moi, Antonin, en fait, quand j'ai lu ce que tu avais écrit, j'étais fourré parce que le restaurateur en moi aussi, j'ai fermé des restos. Là. Je faisais pas une scène. Fait que en fait, j'étais chanceux, je les ai vendus même si je faisais pas d'argent. Mais moi, ce qui me fourre un peu, c'est que je me suis toujours dit, moi, c'était des restos vegan, que c'était plus le lunch puis tout. Puis le monde checkait le prix grave là, parce que c'était pas de la haute gastronomie. Puis je me suis toujours dit, si je vendais de l'alcool, je ferais vraiment du cash. Puis ça, c'était comme mon... Je me suis dit, si ton resto est plein puis tu peux vendre du vin à tout le monde, c'est sûr que t'as la tête hors de l'eau, en fait. Fait que, puis je me dis, chez vous, là, on boit du vin, là, tout le monde en prend sûrement, certainement. Fait que ça, c'est la première question. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qui fait que les marges ne marchaient pas malgré ça, malgré qu'il y avait l'alcool. Puis l'autre, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Moi, je viens du monde de la restauration à la base. Étant cuisinier, la première plage que je voudrais travailler à Montréal, c'est au Mousseau. C'est comme, tu sais, si on m'offre une job chez vous, je vais aller bien plus chez vous que n'importe où ailleurs. Fait que je suis curieux de savoir qu'est-ce qui fait que tu as eu une pénurie de main-d'œuvre ou si tu en as souffert. Je ne sais même pas si tu en as souffert ou si tu parlais pour les autres restaurants ou pas. J'en ai souffert, mais j'en parle pour tout le monde parce que la pénurie de main-d'œuvre, c'est vraiment quelque chose qui crie, c'est gros comme le monde. Moi, avant, je recevais des tonnes et des tonnes et des tonnes de CV par semaine, des demandes de partout dans le monde, du monde d'ici, des demandes de stage. Maintenant, quand j'ai fait des posts sur mon Instagram, j'ai eu de la misère à en trouver quelques-uns. Et la plupart du monde qui travaillait en restauration, bien, il y a plein de monde qui se sont dit, écoute, moi, est-ce que je veux vraiment ouvrir un restaurant? Est-ce que ça me tente d'être comme les patrons que je vois rusher en ce moment? Puis il y en a plein qui ont juste switché, qui ont décidé de changer littéralement de domaine. Puis ça, on l'a vu, on l'a compté à la pelletée. Puis il y en a plein qui ont parti aussi, qui ont décidé de se partir des petits commerces qui, eux, ont suivi la courbe de la COVID, qui ont réussi à trouver quelque chose qui alliait bien le take-out avec la petite place de quartier, avec quand on est capable d'ouvrir, on fait. Fait que, tu sais, il y a des modèles différents qui ont été créés.
Puis il y a plein de jeunes qui ont pu trouver une voie là-dedans. Tout le monde a eu de la misère à retrouver des employés dans les derniers mois pour réouvrir. Puis ça a été, pour moi, ça a été frappant parce qu'on a eu nos employés quelques semaines avant, je dirais une semaine et demie à peu près avant l'ouverture. J'ai pu trouver mon équipe au complet. Après, tu me demandais comme question les marges avant, c'est qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que moi, j'ai ouvert mon restaurant, puis pas longtemps après, il y avait le local qui était à côté du mien qui est tombé en vente et que j'ai acheté pour faire le Petit Mousseau, ce qui a tout débalancé mon plan d'affaires initial qui était un plan d'affaires basé sur un restaurant qui passe un menu, donc la perte, on réduit considérablement la perte. Les employés étaient calculés sur le fait qu'on vendait à des marges plus hautes. Et là, on ouvre un deuxième restaurant qui, on a voulu, à cause de la demande qu'il y avait à l'époque, plaire à un autre public qui était le public un peu moins gastro, qui était plus moi, je veux y aller au Mousseau, mais je n'ai pas envie de passer 3 heures qu'on m'explique mes plats et tout ça. Fait qu'on a fait le Petit Mousseau. Puis le Petit Mousseau a débalancé tout ça parce qu'il a fallu engager beaucoup plus d'employés au Petit Mousseau. Et c'est venu. Moi, je suis un entrepreneur, tu sais, je veux dire, dans le sens que avec ma mère, on a des couilles, on s'est dit, OK, on va être capable de le faire, mais comme tout le monde, ça arrive de faire des erreurs. Puis le Petit Mousseau, en gérant le Petit Mousseau et le Mousseau, ça nous a un peu, mis des bâtons dans les roues. Puis après ça, tombe la COVID, où est-ce que j'ai 2 locaux complètement vides. On commence à faire du take-out, on essaie de faire du take-out. Les marges sur le take-out étaient ridicules à cause juste du prix que ça coûte faire du take-out dans des boîtes en carton. C'est pas vrai que c'est des belles boîtes en carton, un beau sac, là, quand tu as un repas avec plein de boîtes en carton, ça coûte des frais qui sont hyper chers. Puis ces boîtes de carton-là, tu peux pas les acheter à shot de 50. C'est une boîte de 3000 ou une boîte de 500 ou une boîte de 400. Tu sais, je veux dire, quand tu achètes quelque chose, moi, le jour où ils ont annoncé que les restaurants allaient réouvrir, je venais de me faire une belle commande. Bien, le take-out, il a arrêté direct de même quand le monde a commencé à ressortir au restaurant. Fait que moi, je me suis retrouvé avec une pile. Puis là, à qui tu veux vendre ça? Tout le monde vient d'arrêter son take-out. Fait que, tu sais, les pertes, ils venaient de partout. Puis, avant ça, les marges, on a eu des bonnes marges, mais une fois que tu payes bien tout le monde, une fois que tu fais dans le gastronomique, là, je parle dans le gastronomique comme chez nous, puis que tu as des jouets qui coûtent cher, des fours qui coûtent cher, des machines ultra précises qui pètent à chaque 3 mois, les choses dans le restaurant pètent toujours le vendredi ou le samedi soir. Comme ça, quand tu appelles la compagnie, tu payes tant trip parce que c'est une urgence. Fait que, puis, tu sais, ça peut jamais péter un mardi matin, 2 jours avant le service. Fait que, tu sais, tous ces trucs-là font que c'est des dépenses, c'est des dépenses, c'est des dépenses. Puis dans un restaurant gastronomique comme le mien, bien, vient beaucoup plus d'autres dépenses. Tu sais, un restaurant, habituellement, il imprime son menu une fois pour l'année. Moi, il fallait que je le change à tous les 2 jours parce que notre fournisseur de couteaux, il n'y en avait plus de palourdes de mer, il n'y en avait plus notre fournisseur de scie, de champignons. Il a fini ses morilles, il n'y en a plus. Fait, il y a quelque chose qui fait qu'on jongle avec ça. Les cuisiniers puis les restaurateurs, c'est pas des entrepreneurs comme les autres. C'est du monde qui ont des visions, puis tu peux te faire dire ça ne marchera pas par les plus grands experts, puis tu vas vouloir le faire pareil pour ta pomme, parce que c'est de la gastronomie. Je sais pas, il y a ce côté-là où on veut tellement y croire, puis ben ça donne que, des fois, il y a des choses qui marchent plus que d'autres, puis malheureusement, il faut choisir ses combats. Fait que moi, j'ai décidé de fermer le Petit Mousseau maintenant pour enlever une grosse partie de ces dépenses-là, puis revenir à mon plan initial qui était le Mousseau. Puis là, si tu veux qu'on parle de marge, on ne peut pas vraiment en parler parce que je viens de rouvrir avec ma nouvelle formule. Fait qu'on va le savoir après. Mais les gens, il y a plein de monde qui disent à ce prix-là, comment ça se fait que tu ne marches pas? C'est mon nouveau prix, ça. C'est pas le prix que j'avais avant. Puis l'alcool aussi, dans un restaurant comme le mien, la vente, elle n'est pas faite sur des bouteilles. Nous, on fait que de la dégustation. On fait que des accords qui vont avec notre menu. Donc, trouver ces bouteilles-là, assumer les pertes parce que tu arrives à la fin du samedi soir, puis la bouteille est à moitié ouverte, puis tu peux pas la garder jusqu'au jeudi, puis tout ça. Il y a des coûts qui viennent avec ça, il y a des coûts qui viennent avec le luxe. Puis moi, je travaille pour une catégorie de gens qui veulent encourager l'économie locale, le marché local, de la nourriture. Puis je pense que je l'ai fait pour les bonnes raisons, puis que j'ai vraiment une clientèle qui va suivre. Je ne suis plus vraiment inquiet. Maintenant, je suis inquiet surtout sur l'avenir qu'il y a après dans la gastronomie, parce que sinon, à un moment donné, les gens ne voudront plus se forcer comme ça. Puis on va perdre un attrait de la culture qui est super important, qui est la culture gastronomique,
il faut la garder en vie, il faut donner de l'aide, puis des programmes d'aide, j'en vois plein, moi, dans ma tête, que le gouvernement pourrait aider. Je veux pas qu'on nous donne de l'argent, mais je veux qu'on nous aide, qu'on nous finance, qu'on nous aide à inviter des grands chefs, à connaître, à voyager, à aller faire de la recherche et développement, à avoir des crédits des crédits d'impôt sur les employés pour que des jeunes aient envie de retourner dans ce milieu-là. Parce que là, en ce moment, les jeunes, ils ne voient rien d'intéressant à retourner en cuisine. Et à le THQ, qu'est-ce qui se passe à le THQ en ce moment? La plupart du monde va sortir de là, puis ils resteront même pas en restauration. C'est prouvé, les chiffres le disent. Fait que moi, la crise, je commence à en parler là, mais checkez bien dans 3 ans, quand ça sortira plus des écoles, puis quand le monde ne voudra vraiment plus travailler dans un restaurant, on va se retrouver avec quoi, tu sais? J'entends que les choses doivent changer, mais est-ce que c'est vraiment juste une question de faire des voyages à l'international, de rassembler? Qu'est-ce qui doit changer? Est-ce que l'industrie doit se rassembler ou... L'industrie doit se rassembler, puis l'industrie doit se découpler aussi d'une certaine façon. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier parce que la crise a profité à certains restaurateurs. Il ne faut pas l'oublier. Moi, je parle seulement, et je le dis bien à l'entrée de l'article de l'actualité, des nappes blanches et de cette culture gastronomique. C'est de ça que je parle. Après ça, ayant rencontré beaucoup d'autres restaurateurs pendant la crise, parce qu'il y a beaucoup de formations qui sont faites pendant la crise, dont celui présidé par Félix-Antoine Jolicoeur, avec qui j'ai fait partie pour les consultations avec Normand Laprise, Charles-Antoine Crête et tout ça. On a tous mis ensemble un peu nos problèmes. Puis les problèmes ressortent que c'est la même chose qu'avant. On a de la misère à donner des bons salaires, des bonnes conditions. Ça reste que les problèmes restent les mêmes. Puis le coût de la vie ne cesse d'augmenter. La restauration, les gens, on est pris par cette espèce de filet qui fait que les gens ne veulent pas qu'on touche vraiment à ça parce que tout le monde mange. Donc, dès qu'on augmente des choses dans la nourriture, ça fait beaucoup crier. Mais les prix n'arrêtent pas d'augmenter. Et le fait de s'approvisionner avec des bons ingrédients, ça a vraiment un gros prix. Puis je vais vous dire, c'est pas parce que des restaurants sont reconnus ou moins reconnus qui sont meilleurs que d'autres. Il faut les catégoriser avec ce qu'ils vendent et ce qu'ils achètent et à qui ils achètent. Alors, des restaurants comme des gros restaurants qui marchent bien à Montréal, dont certains que je ne voudrais pas nommer, mais qui font beaucoup parler d'eux, bien, qui achètent leurs produits à GFS, qui est un énorme grossiste, qui envoie des bavettes pré-coupées, pré-faites dans des sacs sous vide, déjà assaisonnés, qui coûtent 3 $ l'unité. C'est sûr que ces gens-là sont capables d'offrir des prix. Si tu sers des frites congelées avec, puis un petit carré de beurre, tu es capable de vendre ça à 16$ dans le centre-ville. Mais je comprends tout ça, mais on parle de toi vraiment, ton industrie, ton secteur, les nappes blanches. Et moi, je suis d'accord avec toi. Je suis prêt à payer pour une expérience. Si tu me dis que, regarde, c'est un menu gastronomique, c'est une expérience, je vais parler avec le chef, ça coûte 500 $, je suis vendu, je suis down. Je suis d'accord avec ça. Mais est-ce que c'est une question de standardisation, de vraiment créer des normes dans l'industrie? Je veux juste savoir, pour toi, qu'est-ce qui doit évoluer, qu'est-ce qui doit innover, qu'est-ce qui doit changer, ou est-ce que c'est nous les clients? Oui, c'est vous les clients, mais en fait, c'est que moi, je sers à la Ville de Montréal. Je deviens une attraction touristique, qu'ils veuillent ou pas. On parle de nous, des restaurants dans plusieurs magazines dans le monde. La Ville, ça fait une fierté de dire qu'elle a tant de bons restaurants, mais on paye des taxes, on paye le prix des taxes qu'on paye dans un restaurant, le prix des DAS, le prix des employés, la TPS, la TVQ, toutes ces affaires-là, à un moment donné, deviennent des fardeaux et des coûts qui sont faramineux. Et c'est là qu'on aurait besoin juste un peu de cut loose pour pouvoir développer. Quand je dis voyager, c'est pas voyager pour moi, c'est voyager pour faire du R&D, c'est voyager pour faire en sorte que je puisse aller rencontrer des chefs qui vont me donner des trucs, qui vont me montrer des machines, que je vais revenir ici, je vais vouloir faire la même chose pour pouvoir faire venir encore plus de touristes tout partout. C'est un peu comme les subventions pour les artistes, en fait. C'est plus comme ça que je vois ça. Même pour les entreprises. Il y a des entreprises aussi. On va avoir, je ne sais pas moi, le siège social de telle entreprise. Ici, on va donner des crédits d'impôt. On va donner... Il va y avoir des deals qui vont être faits avec le gouvernement. Ce que vous voulez, c'est d'avoir des allègements fiscaux. Je veux des allègements fiscaux, puis je veux des incitatifs, que le gouvernement fasse des incitatifs pour que les gens aient travaillé en restauration. Donc, si tu vas travailler en restauration, peut-être avoir un congé d'impôt, peut-être pour te dire, bon, mais on va t'aider à faire plus d'argent si tu vas là-dedans. Peut-être donner des incitatifs pour que des jeunes aillent étudier en cuisine. Peut-être faire en sorte que les programmes de cuisine
soit plus accessible à des jeunes décrocheurs pour pouvoir, parce que moi, je suis un décrocheur, donc j'aimerais ça, pouvoir en former du monde, parce que moi, si on m'avait dit aussi facilement que ça, à 16 ans, j'aurais pu avoir un cours de cuisine, je l'aurais pris tout de suite, puis je serais sûrement beaucoup plus évolué que ce que je suis en ce moment. Donc, Alex? Demain matin, tu as des allègements fiscaux là, que tu demandes, puis on te donne des breaks à gauche et à droite. Ma facture en tant que client, est-ce qu'elle va diminuer? non, parce que j'ai absorbé, moi, pendant des années, je l'ai absorbé, ce trou-là, ce déficit-là. Je l'ai absorbé, moi, le fait de faire de la perte pour pouvoir mettre de l'avant des talents, des produits, pour faire venir des chefs de partout dans le monde, pour créer des événements dont on parlait dans les journaux à New York, mais qu'on ne parlait pas dans des journaux ici. Tu sais, je veux dire, tant qu'il n'y aura pas des mesures concrètes qui vont être prises, je n'avais pas pensé à ça, moi, de dire est-ce que je vais le redonner aux clients ou pas. Mais non. Parce que c'est une façon déguisée pour que le client paye plus cher, dans un certain sens. Parce que c'est les impôts et les taxes des clients qui vont servir à financer ces incitatifs-là. Oui, mais là, quand le monde commence à dire, je ne veux pas que mes impôts et mes taxes commencent. À un moment donné, les taxes et les impôts de tout le monde servent à aider tout le monde à un moment donné. Là. Je veux dire, moi quand on disait qu'on donne des primes de crédit ou d'impôts à des grosses compagnies, moi, je pourrais dire, je n'ai pas payé pour ça, mes taxes ne vont pas là, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça que ça fait des taxes et des impôts. Ça va dans un gros pot qui est redistribué après, puis il ne faut pas oublier l'impact et la retombée économique que l'industrie de la restauration et du tourisme a sur l'économie du Québec en tant que telle. C'est 1,5 milliard par année qui est de retombée pour l'industrie de la gastronomie et de la restauration. Tout ça, ça s'en va ailleurs, ça s'en va dans plein de domaines, ça s'en va dans des matchs canadiens, ça s'en va dans la culture, ça s'en va dans des shows à l'OSM. Fait qu'à un moment donné, je veux dire, moi, ce que je demande, c'est pas une aide particulière. Ben, c'est-à-dire, oui, c'est une aide particulière, mais c'est pas de l'aide dans le vide que je veux. Je veux pas qu'on me rembourse ce que j'ai perdu à faire, ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu faire ça. Ce que je veux, c'est qu'on arrête de faire les innocents puis qu'on reconnaisse que ce que je fais en ce moment, le fait que moi puis plusieurs restaurants à Montréal, on fait parler de nous partout dans le monde puis qu'on fait venir du monde à la pelletée à chaque année qui viennent, le tourisme gastronomique, là, du monde qui vont réserver chez nous. Ils disent hey, on a réussi à avoir une réservation au Mousseau, on se prend un hôtel là, on va aller voir le show là. Il ne faut pas sous-estimer ça. Et c'est là que je veux de l'aide. Je veux juste une reconnaissance que je veux qu'on arrête de traiter les restaurateurs comme si on était tous des vieux restaurants de mafieux qui blanchissent de l'argent. Parce que c'est ça qui se passe. C'est encore cette mentalité-là où est-ce qu'on est checké sans arrêt puis où est-ce qu'on doit payer. Puis c'est ça comme si on faisait du cash qui rentrait par en dessous. Non, il n'y en a pas. Fait que moi, je veux de l'aide comme un festival de jazz ou comme le festival de l'humour ou de n'importe quoi. J'aimerais ça, moi, qu'on me donne des subventions pour que je puisse inviter des restaurants de Québec puis de Baie-Saint-Paul chez nous pour pouvoir faire des événements qui vont attirer du monde, qui vont faire en sorte que tout le monde va se booster ensemble puis qu'après ça, la gastronomie va évoluer puis augmenter parce que c'est un art qui se perd. Puis avec ce qui se passe avec l'industrie de la nourriture en ce moment, le fait que tout commence à être cher puis que les choses vont commencer à être de plus en plus inaccessibles, si on n'encourage pas ça, bien, dans quelques années, on va se retrouver qu'avec des poulets Olimel. Il n'y en aura plus de fermiers qui vont vouloir faire des bons poulets fermiers. Il n'y aura plus de producteurs qui vont vouloir faire des produits d'exception. Tout va être pareil, fait pour que ça coûte le moins cher possible aux clients. Fait qu'il faut faire attention à ça. Moi, je suis un gourmand. C'est ça que j'aime dans la vie, manger. Fait que l'hédoniste en moi, ça me fait shaker un peu, ça me fait peur un peu. Là. Mais l'entrepreneur aussi, toi, tu fais l'inverse, tu recycles ce qui est plus bon. Tandis qu'Antonin, lui, de son côté, il veut la crème de la crème. Tu sais. Je ne prends que le meilleur. Je te comprends. Je t'écoute parler, dans l'article justement de l'actualité, tu as parlé beaucoup de tes multiples burn-out. Et puis là, j'entends ce que tu dis dans le sens où est-ce que tu as probablement trouvé la formule que tu aimes, tu es sur ton X avec cette façon-là de fonctionner. Est-ce que tu es à l'abri d'un autre burn-out? Plus, oui, avec ma formule, oui, parce que on est en train de créer quelque chose au restaurant qui fait que, tout le monde devient un peu pas... comment je pourrais dire? Personne tout le monde est un peu remplaçable, même moi, dans le sens qu'au restaurant, maintenant, comme les postes ont un peu été abolis, que tout le monde travaille en même temps, fait les plats en même temps et les sort en même temps, bien, ce que ça fait pour moi, c'est que s'il fallait que je fasse un burn-out, je sais qu'en ce moment, je suis bien entouré, puis j'aurais pas peur de les laisser s'occuper du restaurant. Parce que le restaurant, au lieu de rouler comme un malade avec 2 côtés, 32 employés, des menus qui changent des 2 côtés, je n'ai qu'un restaurant. Puis on a tout fait en sorte que tout soit plus simple pour tout le monde. Puis le fait que mes employés travaillent juste 4 jours semaine,
On a 3 services. On est capable de se revirer sur un 25 cents s'il fallait que n'importe qui tombe malade. Parce que là, tu parles de moi, mais ce qui est important pour moi, c'est que mes employés à moi ne tombent pas en burn-out. C'est pour ça que je fais ça aussi. C'est pour ça que je leur donne, que j'ai tout changé pour qu'ils aient un salaire meilleur en réduisant leurs heures d'à peu près un bon 20 à peu près, en réduisant les heures. Pour leur donner des meilleures conditions de travail, une mentalité, pour qu'ils aient la tête plus claire. Fait que, je veux dire, quand tu n'es pas tout le temps à travailler 15 heures par jour, 6 jours par semaine, quand il arrive un fuck, tu es bien plus apte à le régler puis à ne pas le prendre comme une grosse montagne parce que tu as déjà tout ce qui te suit derrière. Fait que s'il fallait que je retombe en burn-out, de toute façon, j'ai fait plein de burn-out où j'ai continué à travailler. Fait que, je veux dire, je ne sais même pas ce que ça changerait. Alex? Écoute, je t'écoute parler, puis quand dans l'article, j'avais l'impression que tu disais, bon, c'est la dernière fois, puis si ça ne marche pas, je vais faire d'autres choses. C'était quoi le plan B à Antonin? Moi, je suis quelqu'un, à la base, qui est très bon dans les arts visuels puis la musique. Donc, c'est sûr que le problème, c'est que comme je suis tombé dans la cuisine à 16 ans puis que j'ai pas mon école, on s'entend que moi, j'ai pas fini mon secondaire, j'ai pas de cégep, j'ai rien. En fait, j'ai juste la cuisine. S'il fallait que je me remette dans le vrai monde de la musique, il faudrait que je refasse des études. Autant que dans l'art visuel, il faudrait que je refasse des études. Fait que moi, j'avais pensé vraiment à suivre faire mes démarches là, pour vraiment faire un cours en musique, programmation électronique et tout ça, puis faire un cours de design pour faire éventuellement du design industriel, là, que ce soit des logos, des produits, n'importe quoi. Je serais allé vers ça. Est-ce que le backing de ta mère, financièrement, je présume, te met plus de pression? En tout cas, moi, si c'est ma famille qui a ses couilles dans le business que je gère, ça me fait chier, là, ça me fout la trouille. Là, ça a été extrêmement dur pour nous de dealer avec ça pendant la pandémie parce que, bon, avant, c'est sûr que ça allait. On n'avait pas des grosses marges, on perdait pas d'argent, fait que les choses allaient, puis on se disait, bon, tu sais, éventuellement, au bout de quelques années, bon, ça va. C'est sûr que là, avec la pandémie, avec toutes les incertitudes qu'il y a eu pendant la pandémie, de vivre avec ce fardeau-là, c'était énorme. Puis moi, je suis chanceux, ma mère habite en haut de chez nous, donc on a une très belle relation quand même, puis on était capable, on a une relation quand même particulière, mais ça nous a quand même permis de se renforcer un peu tous les deux en se disant, écoute, ça va mal, mais on va faire ce qu'il faut pour que ça aille mieux. Puis là, ça va mieux, on a recommencé à dormir, mais oui, pendant des mois, c'était vraiment c'était très dur de se dire qu'on était à ça d'une catastrophe qui aurait été causée par mon amour de la nourriture, que ma mère a trouvé très cool de développer quand j'étais jeune, mais qu'éventuellement, si c'est pour tout nous faire perdre, c'est sûr que c'est moins le fun. Mais bon, pour l'instant, les choses se sont placées. Merci beaucoup, Antonin Mousseau-Rivard, chef propriétaire du restaurant Le Mousseau. Ça fait plaisir. C'était vraiment instructif. Pour l'invitation. Moi, je suis surtout content de savoir que ça va bien. Là. Ça m'a inquiété. J'étais comme, Chris, man, tu peux pas fermer ça, cette affaire-là. Là. Mais là, je suis content. Non, mais ça a l'air bien allé. Ça a été très, très, très inquiétant. Puis, je veux dire, mon cri du cœur, il vient pas de nulle part, mais la réaction que j'ai, ce qui me remet dedans, c'est que ça fait 1 mois qu'on est ouvert. J'ai fait 90 clients par semaine, entre 90 et 115 clients par semaine depuis 1 mois. On n'a que des 5 étoiles. On n'a personne qui a été fâché. On n'a personne qui a été déçu. On demande, je passe à toutes les tables, je parle à tout le monde. Je veux dire, on a un très bel accueil et la vague d'appui que j'ai eue face à cet article a été une belle grosse tape dans le dos en me disant, je me suis fait dire par beaucoup de monde que j'étais un bon porte-parole pour cette cause-là en ce moment. Puis c'est pas ce que je cherchais, mais si je peux l'être, je vais continuer à l'être, puis on va faire changer les choses. Puis à un moment donné, bien, tout le monde en cuisine va avoir des aussi belles conditions de travail que dans plusieurs milieux qui ont évolué depuis les dernières années et où on voit vraiment un confort là, chez les travailleurs et tout ça. Donc, c'est ça que je veux. Ben merci et longue vie au restaurant Le Mousseau. Ben merci à vous, les amis. Et merci. Salut. À la prochaine. Merci à vous, là. Bye bye. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Le CA, une présentation de Garling WLG, des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com. Bon, aujourd'hui, la question dérangeante me touche particulièrement parce que je suis complètement néophyte, ignorante dans ce domaine-là. J'aimerais ça que vous m'expliquiez en une phrase à moi, ou peut-être si vous êtes capable à vos collègues, pourquoi quelqu'un devrait s'intéresser au secteur de la crypto-monnaie?
Ben, peut-être je peux commencer parce Oui. que c'est un peu dans mon domaine des technologies émergentes, même si Alex essaie de jouer avec les technologies de temps en temps. Alors, les crypto-monnaies, pourquoi c'est intéressant? Et moi, je suis quelqu'un qui doutait beaucoup dans l'avenir des crypto-monnaies il y a 3 ans. Mais pendant la pandémie, j'avais vraiment pris le temps de creuser là-dedans et de comprendre c'est quoi. Et vraiment, c'est phénoménal. Première chose à savoir que c'est une base de valeur qui est développée à travers une carte d'usage sur le blockchain et ça représente une valeur dans un écosystème fermé transactionnel. Qu'est-ce que ça veut Je dire? comprends déjà plus Ben ouais, rien. moi non Ben, plus. attends, on arrive à un sujet qui a été annoncé récemment par Facebook, qui est tout ce sujet de metaverse, un monde virtuel où on va vivre, passer du temps, fréquenter nos endroits préférés, passer du temps avec nos amis. Et pensez-y à ça. C'est quoi l'argent qu'on va utiliser dans ce metaverse? Est-ce qu'on va transacter avec des dollars canadiens? Est-ce qu'on va avoir des échanges avec des euros? Non, ça va être avec du Bitcoin. Et de plus en plus, on voit des usages réels pour les crypto-monnaies dans le vrai monde. Et ça, c'est quelque chose à savoir. J'ai une carte de crédit où je peux acheter une loupe avec ma carte de crédit Visa qui est attachée à ma portefeuille crypto-monnaie. Alors, c'est plus juste une pensée dans l'air, quelque chose qui peut avoir de valeur. Je peux l'utiliser dans la vraie vie. Il y a le pays d'El Salvador qui vient d'adopter le Bitcoin comme monnaie nationale. Si vous pensez que c'est juste une tendance, quelque chose qui va disparaître, une bubble de technologie, vous n'êtes pas en train de vraiment faire attention de ce qui arrive. Est-ce que tu avais investi dans la crypto-monnaie? Moi, je regrette de ne pas avoir pris 10 piastres de Bitcoin parce que je serais super riche aujourd'hui. Ben moi, je suis tard aussi là-dedans. J'ai pas commencé il y a 5 ans, 6 ans avec le Bitcoin, mais j'ai un ami qui avait commencé à faire du mining de Bitcoin en 2009. Pour lui, ça va très bien. Moi, j'avais juste commencé il y a 2 ans et déjà, je vois des retours exceptionnels. Ah ouais. Ça a pris un peu de temps de vraiment comprendre comment analyser les opportunités dans le marché des crypto-monnaies. Mais si vous saviez de quoi vous faites, c'est le temps de faire de l'argent sur les marchés parce que ça va exploser dans les prochaines 5 ans. Alex, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on devrait s'intéresser et comment expliquerais-tu la crypto-monnaie? Écoute, je pense que oui, on ne peut plus nier le fait qu'il y a de l'argent à faire puis qu'il faut s'y intéresser. Par contre, c'est pas quelque chose qui est facile à s'intéresser. Tu sais, ça prend une connaissance là, assez approfondie, malgré qu'il y a de plus en plus d'applications qui permettent d'investir aujourd'hui sans nécessairement avoir un PhD en crypto. Oui, je pense que c'est là pour rester. Est-ce que j'ai mis de l'argent dans ça? Non. Est-ce que j'aurais dû quand j'ai eu des opportunités il y a plusieurs années? Comme tout le monde, oui, mais Oui, mais même si on se dit qu'on aurait dû, c'est maintenant qu'il faut en mettre. Moi, ça fait 1 an que je me dis qu'il faut que j'en mette de l'argent là-dedans. Mhm. Mais je sais pas par où commencer, je sais pas où le mettre. Je sais où c'est que je vais pour acheter ça. Moi, je comprends rien Ben, là-dedans. Noah, Mais là, Noah vient de m'expliquer. Avec là, Noah, si je te passe, mettons, 10 000 là, Ouais. tu peux-tu l'investir pour moi en Bitcoin? Oui, absolument. OK. OK, ben moi aussi, j'embarque. Donne-moi 10 000 Je te donne 10 000. ça, c'est comme un gros Ponzi scheme online qu'on pourrait faire, là, c'est ça? Un petit conseil pour tous nos écouteurs, si tu vas investir dans les crypto-monnaies, il faut vraiment assurer que c'est une vraie crypto-monnaie parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle les rug pulls où on va lancer un jeton en crypto-monnaie. On va faire la vente populaire et après ça, on va juste fermer la caisse et on va disparaître avec l'argent. Ça arrive des fois. Alors vraiment, il faut s'éduquer avant d'investir. Mais absolument, si Mais on tu peut peux-tu faire acheter des bitcoins qui sont pas des bitcoins? Ou bien si t'achètes... Non, oui et non. Alors, il y a des fausses bitcoins qui ont d'autres noms, mais si vous êtes sur une plateforme ou un marché de crypto-monnaie populaire comme Coinbase ou Wealthsimple, etc., c'est garanti que c'est une vraie bitcoin. C'est maintenant le temps de passer à notre CA. Et cette semaine, j'aimerais qu'on ait une discussion autour de la peur. Est-ce que c'est déjà arrivé dans le chemin que vous avez emprunté où vous avez eu, peut-être, tu sais, c'était trop vite, trop beau, et là, vous avez eu peur. Vous avez carrément choqué sur quelque chose. Noah? C'est une histoire que je ne partage pas trop souvent, mais en 2005, j'étais prêt à vraiment investir dans le Bluetooth. Alors, c'était dans l'époque où le Bluetooth était vraiment en train de s'émerger. On voyait le Bluetooth sur tous nos téléphones. Et à travers un ami, on avait accès à un fournisseur en Asie pour vraiment avoir accès à des casques Bluetooth sans fil. Et c'était vraiment cool. On était prêt à signer une entente d'exclusivité pour la distribution en Amérique du Nord. Mais ils nous demandaient d'investir avec eux de 200 000 $ avant de vraiment devenir leur partenaire exclusif.
on n'avait pas le cash, on avait déjà des gens intéressés par le produit. Alors, on s'est allé voir une monsieur qu'on connaissait, un entrepreneur qui avait une entreprise d'envergure dans l'importation. Et on lui demandait d'investir avec nous. Et il disait, oui, je suis prêt à aller avec vous. Je vous donne 100 000 $ aujourd'hui. Je veux 60% de votre entreprise. On va bouger rapidement, absolument, demain. Let's go. Et on a regardé ce monsieur, ben, on voulait commencer tranquillement, peut-être avoir avec peut-être quelques centaines d'unités, parler avec quelques succursales. Ils disaient, non, on va faire ça 1 million d'unités. Let's go. I was like, OK. Et tu veux 60% de notre entreprise? Oui, je veux le contrôle. Let's go. I was like, OK. Ben, après le troisième let's go, j'avais un peu peur. I was like, je ne savais pas c'était quoi les vraies intentions. Et je disais à mon ami, I was like, no way, let's go. Alors, avec ça, je pensais, John, c'était un peu mon ego. Je ne voulais pas laisser le contrôle de mon entreprise, même s'il n'y avait rien qui existait sans cet argent. En plus, j'avais déjà une entreprise dans le passé. Ça n'a pas bien passé pour moi. Et j'étais avec un autre associé que je ne connaissais pas à l'époque. Et là, j'étais en train d'imaginer rentrer de nouveau dans une situation où je n'avais pas de contrôle et j'étais marié avec ce monsieur qui était stressé d'aller à toute vitesse. Alors, je me suis retiré du projet et j'ai dit, garde, c'est pas pour moi, je vais aller trouver un job, faire d'autres choses. Et c'était toujours une petite regret parce que les prochaines années, j'étais un peu perdu de savoir qu'est-ce que je vais faire à la suite. Mais est-ce qu'eux, ils l'ont fait? Non. OK. Non. Tout le monde a choqué. Tout le monde a choqué parce que c'était vraiment un projet. On a vraiment vendu l'équipe et tous nos idées, tous nos contacts. Et ils disaient, garde, je veux vous deux ou personne. Alex? Moi, je me rends compte. Bon, OK, il y a une couple de fois que ça m'est arrivé de choquer, mais ce que je me rends compte, c'est que plus tu vieillis, plus tu as de l'expérience, puis tu es plus sujet à prendre des bonnes décisions. Par contre, plus tu vieillis, plus tu as de choses à mettre à risque quand tu veux prendre des risques. T'sais, quand tu vieillis, tu as une maison, tu as des enfants. Fait que là, tu y penses à 2 fois avant de tout risquer, versus quand tu es assis dans le sous-sol chez ta mère, puis c'est hey, je perds 15 000, ben, je perds 15 000, puis on s'en fout. Fait que c'est comme un drôle de balancement. Puis je me dirais aux gens, j'aurais tendance à dire aux gens qui nous écoutent, prenez des risques plus tôt. Parce que plus tard, oui, tu as plus d'argent, tu as plus de moyens, mais tu es un peu plus chicken. Fait qu'on dirait que il y a comme un moment dans ta vie que c'est le pic pour prendre des mauvaises décisions qui peuvent devenir des bonnes décisions. Puis là, ben, donc c'est ça. C'est absolument vrai parce qu'à certains points, tu veux un niveau de sécurité pour ta retraite. Tu veux savoir que tu as une sécurité financière. Et là, je ne veux pas recommencer à zéro. Tu n'es pas prête à tout perdre d'un matin? Oh non, pas du tout. Je veux aller manger au mousseau et je veux avoir l'argent pour le faire. David? Surtout s'il augmente ses prix. Je suis vraiment d'accord parce que, toi, ma première business, j'arrivais, tu sais, j'avais vécu tout nu sur une plage, là, puis je savais que je pouvais retourner là n'importe quand, fait que j'avais pas ce risque-là. Puis avec les business qu'on vend, les actions qu'on vend, là, tu crées un certain confort. J'achète un terrain, un autre terrain, une maison. Fait que là, j'ai des choses à perdre maintenant. Par contre, je sens que je suis encore un peu hyperactif, puis j'ai encore un côté gamin en moi. Fait que j'ai pas. Je sais pas pourquoi j'ai aucun problème à le croire. Fait que j'ai pas gagné cette maturité-là. J'ai l'impression je mets encore tout au cash. Moi, je fais kit ou double tout le temps, en fait. Puis je suis encore en kit ou double dans ma vie, même si j'ai une fille, j'ai une femme, j'ai des choses que j'ai mis à risque, mais j'ai quand même fait kit ou double avec la business encore aujourd'hui. Puis c'est ça qui me stresse. À date, je suis chanceux, mais je pense que mon défaut, des fois, en affaires, c'est que je choque pas, puis je suis excité par tout. T'sais. Puis j'entendais Mousseau qui disait qu'il a ouvert quelque chose par excitation, mais ça l'a un peu éparpillé. Mais moi, je m'éparpille à tous les jours. Genre, je lance un nouveau projet all the time. Mais est-ce que tu t'es déjà planté? Parce que souvent, quand on choke, c'est parce qu'on a peur de se planter ou parce qu'on a déjà connu l'échec. Je me suis jamais planté, mais j'ai été dans des situations. Tu sais, ma première entreprise, Crudescence, je faisais pas d'argent. Je n'ai jamais fait d'argent. Je faisais des grosses ventes. J'avais 120 employés, mais j'arrivais toujours sur la fesse. Puis un petit peu de coup d'engrenage du mauvais côté, puis j'aurais eu des grosses pertes. Comme Mario Kart, là, quand t'arrives, il te reste 3 secondes. Exactement. Exactement. Puis à chaque année, je me dis, ouais, mais de l'autre part, si j'arrive juste mes marges, ben, je peux vraiment faire beaucoup d'argent. Parce que quand tes ventes sont grosses, ben, tu as juste tes marges, puis tu peux vraiment avoir un gros gain aussi. Fait que j'étais toujours ça ligne, tu sais, puis c'était stressant. Puis il y a des soirs, je me suis couché en disant, je ne paierai pas mon staff la semaine prochaine, je vais tout perdre, tu sais, mais j'étais toujours un peu sur le fine line de même. Mais j'ai rien perdu. Je l'ai vendu, en fait, cette entreprise-là. Je l'ai bien vendu, puis ça s'est bien passé. Puis la personne qui l'a repris l'a perdu, par contre. Mais fait que j'étais chanceux là-dedans. Tu sais. Puis j'ai une extrêmement bonne étoile. Puis je pense que c'est le fait
que j'ai toujours gagné puis j'ai jamais rien perdu, que je risque encore, en fait. Je pense que c'est ça l'affaire, c'est que je suis encore en train de risquer parce que I never lost. Fait que je sais pas c'est quoi le feeling, en fait. J'ai une espèce de confiance naïve. C'est beau à voir aller, en tout cas, t'es chanceux. J'espère que mes partners vont pas entendre ça en disant « Oh, shit! » Et même des fois, je me demande, quand on choke ou qu'on pense choquer, c'est peut-être là qu'on se plante. Tu sais, c'est comme je vois un athlète sur le bout d'un tremplin. Quand tu vois que tu vas manquer ton son, on dirait que tu le manques. Ah, c'est clair, c'était cette espèce de crainte-là. Puis c'est que ça fait figer, hein? Puis ça, je le vis. Des fois, j'ai le vertige. Des fois, je m'arrête. Puis ça m'arrive surtout de ce temps-ci parce qu'on a des gros projets que je freak out. Pendant quelques heures, là, ou la nuit, je dors plus. Puis là, je pense à tout ce qu'on fait. Puis je me réveille. Je réveille ma femme. Puis je dis, Julie, ça marchera pas. Là. Je pense qu'on s'en dans le mur. Puis elle me rassure. Puis elle me dit, ben non. Puis le lendemain, je vois la chose complètement différente. Puis j'ai une bonne nouvelle. Puis d'un coup, je suis comme, OK, ça va bien aller. Fait qu'il y a une espèce de bipolarité avec l'entrepreneuriat. Je sais pas pour vous, mais pour moi, je vis une bipolarité quotidienne, en fait, vraiment. Êtes-vous bipolaire, les gars? Ben, je pense qu'il faut être pour être entrepreneur et il faut accepter cette peur aussi. Oui, j'ai peur de tout perdre, mais on n'a pas de choix que de continuer à prendre des risques. Et sinon, on va juste stagner et d'autres personnes vont nous dépasser. Et c'est ça la vie d'entrepreneur. On doit trouver le confort dans cette zone de peur. On doit être confortable dans l'inconfort. Et des fois, ça veut dire qu'on doit juste connaître nos démons et dire, regarde, pour être vraiment une bonne entrepreneur, pour vraiment être une bonne entrepreneur, je dois vraiment me connaître. Et je dois connaître mes forces, je dois connaître mes faiblesses et de penser à c'est quoi l'impact sur mon entreprise et le monde autour de moi. Alex, est-ce que tu es bipolaire? Je suis bipolaire ou d'humeur changeante, si on veut. Je suis un peu comme David. Oui, un matin, l'après-midi, tu y repenses, soit peut-être pas, je ne sais pas. Mais à un moment donné, par exemple, j'ai appris qu'il faut que tu prennes une décision parce que tu peux pas tout le temps être oui, peut-être, je sais pas, faut que tu arrives, tu aies de l'avance. Puis c'est un peu, tu sais, avec mon partner, c'est un peu comme ça. Lui, il pourrait prendre 6 mois, 6 ans à prendre une décision, puis moi, je prendrais 6 secondes. On se rejoint dans le milieu qu'il y a juste assez de réflexion, puis il y a juste assez de risque puis d'impulsivité. Puis je pense que ça fait un bon mix à ce niveau-là. Bien, merci à vous trois. J'espère qu'à ceux qui nous écoutent, vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Je voudrais remercier notre invité, Antonin Mousseau-Rivard, Noah, Alex, David. Ça a été un pur plaisir de partager ce balado avec vous. Et c'était Catherine Beauchamp et je vous dis à la prochaine. Merci, Catherine. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!